Bienvenue dans l'Ondée, tu es dans l'épisode 2 de George Sand, de l'enfance à la jeunesse. Bonne écoute. Quand ma fièvre se fut dissipée et que je n'eus plus à garder le lit que par précaution, j'entendis mademoiselle Julie et Rose, qui causaient à demi-voix de ma maladie et de la cause qui l'avait rendue si forte. Il faut que je dise d'abord qu'elles étaient les deux personnes à l'empire desquelles j'ai été beaucoup trop livré depuis, pour le bonheur de mon enfance. Rose avait été déjà au service de ma mère du vivant de mon père, et ma mère, étant satisfaite de son attachement et de plusieurs bonnes qualités qu'elle avait, l'ayant retrouvée à Paris sans place et désirant mettre auprès de moi une femme propre et honnête, elle avait persuadé à ma grand-mère de la prendre pour me soigner, me promener et me distraire. Rose était une rousse, forte, active et intrépide. Elle était bâtie comme un garçon, montée à cheval, jambes de ça, jambes de là, galopant comme un démon, sautant les fossés, tombant quelquefois, se fendant le crâne et ne se rebutant de rien. En voyage, elle était précieuse à ma grand-mère, parce qu'elle n'oubliait rien, prévoyait tout, mettait le sabot à la roue, relevait le postillon s'il se laissait choir, raccommodait les traits et eût volontiers, en cas de besoin, pris les bottes fortes et mené la voiture. C'était une nature puissante, comme l'on voit, une véritable charretière de la Brie, où elle avait été élevée au champ. Elle était laborieuse, courageuse, adroite, propre comme une servante hollandaise, franche, juste, pleine de cœur et de dévouement. Mais elle avait un défaut cruel dont je m'aperçus bien par la suite et qui tenait à l'ardeur de son sang et à l'exubérance de sa vie. Elle était violente et brutale. Comme elle m'aimait beaucoup, m'ayant bien soigné dans ma première enfance, ma mère croyait m'avoir donné une amie. Et elle me chérissait, en effet, mais elle avait des emportements et des tyrannies qui devaient m'opprimer plus tard et faire de ma seconde enfance une sorte de martyr. Pourtant, je lui ai tout pardonné, et, chose bizarre, malgré l'indépendance de mon caractère et les souffrances dont elle m'a accablé, je ne l'ai jamais haïe. C'est qu'elle était sincère, c'est que le fond était généreux, c'est surtout qu'elle aimait ma mère et qu'elle l'a toujours aimée. C'était tout le contraire avec mademoiselle Julie. Celle-ci était douce, polie, n'élevait jamais la voix, montrait une patience angélique en toutes choses. Mais elle manquait de franchise, et c'est là un caractère que je n'ai jamais pu supporter. C'était une fille d'un esprit supérieur, je n'hésite pas à le dire. Sortie de sa petite ville de la Châtre sans avoir rien appris, sachant à peine lire et écrire, elle avait occupé ses longs loisirs de Nohant à lire toutes espèces de livres. D'abord, ce furent des romans, dont toutes les femmes de chambre ont la passion, ce qui fait que je pense souvent à elle quand j'en écris. Ensuite, ce furent des livres d'histoire et enfin des ouvrages de philosophie. Elle connaissait son Voltaire mieux que ma grand-mère elle-même, et j'ai vu dans ses mains le contrat social de Rousseau, qu'elle comprenait fort bien. Tous les mémoires connus ont été avalés et retenus par cette tête froide, positive et sérieuse. Elle était versée dans toutes les intrigues de la cour de Louis XIV, de Louis XV, de la tsarine Catherine, de Marie-Thérèse et du grand Frédéric, comme un vieux diplomate. Et si on était embarrassé de se rappeler quelques parentés des seigneurs de l'ancienne France, avec les grandes familles de l'Europe, on pouvait s'adresser à elle. Elle avait cela au bout de son doigt. J'ignore si, dans sa vieillesse, elle a conservé cette aptitude et cette mémoire, mais je l'ai connue vraiment érudite en ce genre, solidement instruite à plusieurs autres égards, bien qu'elle ne sût pas un mot d'orthographe. J'aurais encore beaucoup à parler d'elle, car elle m'a fait beaucoup souffrir. Et ses rapports de police sur mon compte, auprès de ma grand-mère, m'ont rendue beaucoup plus malheureuse que les criailleries et les coups dont Rose, par bonne intention, travaillait à m'abrutir. Mais je ne me plaindrai ni de l'une ni de l'autre avec amertume. Elles ont travaillé à mon éducation physique et morale selon leur pouvoir, et chacune d'après un système qu'elles croyaient le meilleur. Je conviens que Julie me déplaisait particulièrement, parce qu'elle haïssait ma mère. En cela, elle croyait témoigner de son dévouement à sa maîtresse, et elle faisait à celle-ci plus de mal que de bien. En résumé, il y avait chez nous le parti de ma mère,
représenté par Rose, Ursule et moi, le parti de ma grand-mère, représenté par Deschartres et par Julie. Dès que je fus en état de sortir, ma grand-mère m'enveloppa soigneusement, me prit avec elle dans une voiture et me conduisit chez ma mère, où je n'avais pas encore été depuis mon retour à Paris. Elle demeurait alors rue du Faux, si je ne me trompe. L'appartement était petit, sombre et bas, pauvrement meublé, et le pot-au-feu bouillait dans la cheminée du salon. Tout était fort propre, mais ne sentait point la richesse ni la prodigalité. On a tant reproché à ma mère d'avoir mis du désordre dans la vie de mon père et de lui avoir fait faire des dettes que je suis bien aise de la retrouver, dans tous mes souvenirs, économe, presque avare pour elle-même. La personne qui vint nous ouvrir fut Caroline. Elle me parut jolie comme un ange, avec son petit nez retroussé. Elle était plus grande que moi, relativement à nos âges respectifs. Elle avait la peau moins brune, les traits plus délicats, et une expression de finesse un peu froide et railleuse. Elle soutint avec aplomb la rencontre de ma grand-mère. Elle se sentait chez elle. Elle m'embrassa avec transport, me fit 1000 caresses, 1000 questions, avança tranquillement et fièrement un fauteuil à ma bonne maman, en lui disant « Asseyez-vous, Madame Dupin, je vais faire appeler maman qui est chez la voisine. » Puis, ayant averti la portière qui faisait leur commission, car elle n'avait pas de servante, elle revint s'asseoir auprès du feu, me prit sur ses genoux et se remit à me questionner et à me caresser, sans s'occuper davantage de la grande dame qui lui avait fait un si cruel affront. Ma bonne maman avait certainement préparé quelques bonnes et dignes paroles à dire à cette enfant, pour la rassurer et la consoler, car elle s'était attendue à la trouver timide et effrayée ou boudeuse, et à soutenir une scène de larmes ou de reproches, mais voyant qu'il n'y avait rien de ce qu'elle avait prévu, elle éprouva, je crois, un peu d'étonnement et de malaise, car je remarquai qu'elle prenait beaucoup de tabac, prise sur prise. Ma mère arriva au bout d'un instant. Elle m'embrassa passionnément et salua ma grand-mère avec un regard sec et enflammé. Celle-ci vit bien qu'il fallait aller au-devant de l'orage. « Ma fille, dit-elle, avec beaucoup de calme et de dignité. Sans doute, quand vous avez envoyé Caroline chez moi, vous aviez mal compris mes intentions à l'égard des relations qui doivent exister entre elle et Aurore. Je n'ai jamais eu la pensée de contrarier ma petite fille dans ses affections. Je ne m'opposerai jamais à ce qu'elle vienne vous voir et à ce qu'elle voie Caroline chez vous. Faisons donc en sorte, ma fille, qu'il n'y ait plus de malentendu à cet égard. » Il était impossible de s'en tirer plus sagement et avec plus d'adresse et de justice. Elle n'avait pas été toujours aussi équitable dans cette affaire. Il est bien certain qu'elle n'avait pas voulu consentir dans le principe à ce que je visse Caroline, même chez ma mère, et que ma mère avait été forcée de s'engager à ne me point amener chez elle dans nos promenades, engagement qu'elle avait fidèlement observé. Il est bien certain aussi qu'en voyant dans mon cœur plus de mémoire et d'attachement qu'elle ne pensait, ma bonne maman avait renoncé à une résolution impossible et mauvaise. Mais cette concession faite, elle conservait son droit de ne pas admettre chez elle une personne dont la présence lui était désagréable. Son explication, adroite et nette, coupait court à toute récrimination. Ma mère le sentit et son courroux tomba. « À la bonne heure, maman, dit-elle, et elle parlait à dessein d'autre chose. » Ma mère était entrée avec une tempête dans l'âme, et, comme de coutume, elle était étonnée devant la fermeté souple et polie de sa belle-mère, d'avoir à plier ses voiles et à rentrer au port. Quelle joie ce fut pour moi que de me retrouver dans ce qui me semblait ma seule, ma véritable famille. Que ma mère me semblait bonne, ma sœur, aimable, mon ami Pierret, drôle et complaisant. Et ce petit appartement si pauvre et si laid, en comparaison des salons ouatés de ma grand-mère, c'est ainsi que je les appelais par dérision, il devint pour moi, en un instant, la terre promise de mes rêves. Je l'explorais dans tous les coins, je regardais avec amour les moindres objets, la petite pendule en albâtre, les vases de fleurs en papier, jaunis sous leur cylindre de verre, les pelotes que Caroline avait brodées en chenille à sa pension, et jusqu'à la chaufferette de ma mère. Ce meuble prolétaire, banni des habitudes élégantes,
ancien trépied de mes premières improvisations dans la rue Grange-Batelière. Comme j'aimais tout cela. Je ne me lassais pas de dire « Je suis ici, chez nous ». Là-bas, je suis chez ma bonne maman. Sac à papier, disait Pierrot. Qu'elle n'aille pas dire « chez nous » devant Madame Dupin. Elle nous reprocherait de lui apprendre à parler comme aux Halles. Et Pierret de rire aux éclats, car il riait volontiers de tout, et ma mère de se moquer de lui et moi de crier « Comme on s'amuse, chez nous !» Caroline me faisait des pigeons avec ses doigts, ou avec un bout de fil que nous passions et croisions dans les doigts l'une de l'autre. Elle m'apprenait toutes ces figures et ces combinaisons de lignes que les enfants appellent le lit, le bateau, les ciseaux, la scie, etc. Les belles poupées et les beaux livres d'images de ma bonne maman ne me paraissaient plus rien auprès de ces jeux qui me rappelaient mon enfance, car, encore enfant, j'avais déjà une enfance, un passé derrière moi, des souvenirs, des regrets, une existence accomplie et qui ne devait pas m'être rendue. La faim me prit. Il n'y avait, chez nous, ni gâteau ni confiture, mais le classique pot-au-feu pour toute nourriture. Mon goûter passa en un instant de la cheminée sur la table. Avec quel plaisir je retrouvais mon assiette de terre de pipe. Jamais je ne mangeais de meilleur cœur. J'étais comme un voyageur qui rentre chez lui après de longues tribulations et qui jouit de tout son petit ménage. Ma grand-mère revint me chercher, mon cœur se serra. Mais je compris que je ne devais pas abuser de sa générosité. Je la suivis en riant, avec des yeux pleins de larmes. Ma mère ne voulut pas abuser non plus de la concession faite et ne me mena chez elle que les dimanches. C'était les jours de congé de Caroline, qui était encore en pension, ou qui peut-être commençait à apprendre le métier de graveuse de musique, qu'elle a continué depuis et exercé jusqu'à son mariage, avec beaucoup de labeur et quelques petits profits. Ces heureux dimanches, si impatiemment attendus, passaient comme des rêves. À 5 heures, Caroline allait dîner chez ma tante Maréchale. Maman et moi, nous allions retrouver ma grand-mère, chez mon grand-oncle de Beaumont. Quand j'entrais chez mon oncle, il me semblait entrer dans un sanctuaire mystérieux, et, comme le salon était en effet un sanctuaire fermé, je priais tout bas Madame Bourdieu de m'y laisser pénétrer. Alors, pendant que les grands-parents jouaient aux cartes après dîner, elle me donnait un petit bougeoir, et, me conduisant comme en cachette dans ce grand salon, elle m'y laissait quelques instants, me recommandant bien de ne pas monter sur les meubles et de ne pas répandre de bougies. Je n'avais garde de désobéir. Je posais ma lumière sur une table et je me promenais furtivement dans cette vaste pièce à peine éclairée jusqu'au plafond par mon faible luminaire. Je ne voyais donc que très confusément les grands portraits de Lagilière, les beaux intérieurs flamands et les tableaux des maîtres italiens qui couvraient les murs. Je me plaisais au scintillement des dorures, au grand pli des rideaux, au silence et à la solitude de cette pièce respectable que l'on semblait ne pas oser habiter, et dont je prenais possession à moi toute seule. Cette possession fictive me suffisait, car dès mes plus jeunes années, la possession réelle des choses n'a jamais été un plaisir pour moi. Jamais rien ne m'a fait envie, en fait de palais, de voitures, de bijoux et même d'objets d'art. Et pourtant, j'aime à parcourir un beau palais, à voir passer un équipage élégant et rapide, à toucher et à retourner des bijoux bien travaillés, à contempler les produits d'art ou d'industrie où l'intelligence de l'homme s'est révélée sous une forme quelconque. Mais je n'ai jamais éprouvé le besoin de me dire « ceci est à moi ». Et je ne comprends même pas qu'on ait ce besoin-là. On a tort de me donner un objet rare ou précieux, parce qu'il m'est impossible de ne pas le donner bientôt à un ami qui l'admire et chez qui je vois le désir de la possession. Je ne tiens qu'aux choses qui me viennent des êtres que j'ai aimés et qui ne sont plus. Alors j'en suis avare, quelque peu de valeur qu'elles aient, et j'avoue que le créancier qui me forcerait à vendre les vieux meubles de ma chambre me ferait beaucoup de peine, parce qu'ils me viennent presque tous de ma grand-mère, et qu'ils me la rappellent à tous les instants de ma vie. Pour tout ce qui est aux autres, je n'en suis jamais tenté, et me sens de la race de ces bohémiens dont Béranger a dit « voir, c'est avoir ».
Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!